Vous avez regardé la CAN 2025 ? Parce que moi, oui, des matchs de merde, je m'en suis tapé. Des Tunisie-Tanzanie, des Comores-Mali, des Bénin-Botswana. Pourquoi faire ? Vraiment, parfois, j'avais l'impression de perdre 1h30 de ma vie. Mais lors d'un très bon match de la CAN, je me suis posé une question. Pourquoi la République démocratique du Congo est nulle ? Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Non mais c'est pas pour être méchant, c'est juste que comment un pays avec une démographie de plus de 100 millions d'habitants et une diaspora parmi les plus fortes sur le globe n'a réussi à gagner que 2 CAN dans toute son histoire. Et pire, comment est-ce qu'un pays qui constitue un des plus grands réservoirs du football actuel n'a, entre 1974 et 2026, atteint que 3 demi-finales de CAN en 26 éditions et aucune qualification pour la Coupe du Monde. En somme, comment est-ce que tu peux avoir un si grand vivier de talent et paradoxalement être aussi nul ? Plaqué au sol. Alors que des nations 10 fois moins peuplées ont réussi à devenir des grandes sélections. Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, en voyant comment le football a émergé au Congo et a permis à la nation de briller, comment le Congo est devenu ensuite ridicule, et surtout pourquoi est-ce que tout cela pourrait changer. Alors bienvenue dans cette vidéo où on s'attaque au développement du football congolais. Le football congolais a été fondé par un dictateur. Enfin non, c'est faux, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent, mais ils vont comprendre. En 1919, alors sous domination belge, le Congo fonde sa propre fédération de football sous le nom de FECOFA, pour Fédération Congolaise de Football Association. Je sais pas pourquoi rajouter association alors que t'as déjà précisé qu'il s'agissait d'une fédération. Moi perso, j'aurais pas fait ça. Et qui pour choisir ? À l'origine, le but de la fédération est dans un premier temps d'organiser des compétitions de football entre les équipes du pays et celles de l'autre Congo, le Congo-Brazzaville. Oui, parce que depuis tout à l'heure je dis Congo, mais évidemment je parle du Congo-Kinshasa. D'ailleurs, s'il y a des gens qui savent, dites-moi si c'est péjoratif de dire juste Congo. Néanmoins, même si la fédération est créée, il faudra attendre 1948 pour qu'une équipe nationale voie le jour, et pour que ce qui s'appelle encore l'équipe du Congo belge dispute son premier match face à la Rhodésie du Nord. Dans la foulée, en 1957, le premier véritable championnat national est créé, mais va être rapidement mis en pause du fait d'un léger problème politique, la lutte pour l'indépendance, qui durera 4 ans et qui est un sujet passionnant d'ailleurs. Mais on n'en parlera pas ici. Regardez sur internet, allez chercher. D'ailleurs, on va voir que la situation politique du pays va nuire plus d'une fois au football congolais. À la fin de ces 4 ans, le 30 juin 1960, le Congo obtiendra une indépendance qui sera tout de même relative, José Kasavubu deviendra président, et Patrice Lumumba, homme fort de la lutte pour l'indépendance, deviendra lui premier ministre et véritable chef du gouvernement. Le roi, c'est moi. C'est sous cette première république que la sélection congolaise va commencer à se professionnaliser, en étant affiliée à la FIFA en 1962, à la CAF l'année suivante, et en disputant sa première CAN en 1965. Pour l'instant, tout cela ressemble à un début de professionnalisation du football tout à fait classique pour un pays en période de décolonisation, mais dès 1965, tout va changer, puisqu'au-delà d'être l'année de la première CAN pour le Congo, c'est également l'année de l'arrivée au pouvoir de Joseph Désiré Mobutu. Moi, tu me parles pas d'âge. Le 24 novembre 1965, après une grande période d'instabilité politique, Mobutu, qui est alors Premier ministre, décide de mener un coup d'état à l'aide de l'armée afin de s'emparer du pouvoir et de renverser la Première République. Il va réussir son coup et devenir le nouveau chef d'état. Le roi, c'est moi. Là, je vais pas vous apprendre grand chose, mais Mobutu est un dictateur. Son régime est autoritaire, punitif, dur et sanglant, les opposants sont traqués, tués et torturés, le chef de ce que l'on va appeler plus tard le Zaïre cultive le culte de la personnalité, en racontant notamment qu'il aurait tué un lion à main nue durant son enfance, Samuel. et alors que la population vit dans une pauvreté extrême, lui s'offre les plus grands privilèges. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Par contre, niveau football, c'est génial. En effet, là où le football était délaissé par la Première République, lui comprend que le football est un moyen de promouvoir une bonne image du pays, et de ce fait, il décide de prendre en main la gestion du football. Tout d'abord, en remarquant le piètre niveau des joueurs des championnats locaux, Mobutu rapatrie une partie des joueurs congolais jouant en Europe et recrute des entraîneurs étrangers. Mais surtout, et c'est ce qui va nous intéresser, Mobutu va massivement investir dans l'équipe nationale qu'il considère comme une magnifique vitrine du pays. Afin d'associer son image à la sélection, il change le surnom des joueurs de la sélection en léopard pour renvoyer à son couvre-chef. Et oui, c'est pour ça que les joueurs du Congo portaient une tenue léopard à la Coupe du Monde 2026. Ils se mettent sur le trottoir, les fashions. Pour améliorer l'équipe, le léopard de Kinshasa envoie la sélection faire un stage au Brésil et les fait affronter le Santos de Pelé au Congo à domicile comme symbole de puissance. Ce qui fait que lorsqu'ils arriveront en Éthiopie pour la CAN 68, ils iront tout droit en finale et remporteront le trophée haut la main. Bravo, incroyable. À partir de ce moment, le football congolais rentre dans sa période dorée. Dans les années qui suivent, les clubs congolais s'illustrent sur la scène continentale avec les victoires du TP Mazembe et de l'AS Vita en LDC africaine. Niveau sélection, les léopards portés par le croque-mitaine Pierre-Ndjaye Moulamba remportent encore une fois la CAN en 74 après avoir joué 2 fois la finale, puisque la première fois, il y a eu match nul. Et oui, à l'époque, on ne donnait pas la CAN sur décision judiciaire douteuse. L'année suivante, le Congo devient même la première équipe d'Afrique subsaharienne à se qualifier pour la Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qui signera le début de la fin pour le football congolais.
En juin 74, l'Allemagne de l'Ouest organise la Coupe du Monde et à l'époque, une seule équipe africaine avait l'honneur de pouvoir disputer le tournoi. Et je vous donne dans le mille, cette année-là, c'est le Congo qui va vivre un terrible début d'été. Face à des joueurs beaucoup plus professionnalisés, l'écart de niveau est bien trop grand entre les Congolais et les autres participants. D'autant plus que le cadre dans lequel évolue l'équipe n'est pas forcément des plus propices, puisque les primes de la FIFA adressées aux joueurs ont été interceptées par Mobutu, d'autant plus qu'il ne donne déjà pas de salaire aux joueurs. De ce fait, ces derniers ne vont strictement rien toucher pour participer au mondial. Ata et Lokomo côté. Et oui, Mobutu aime l'argent. Moi, c'est ça qui m'intéresse, le pognon, le cash, le fric. De ce fait, les joueurs sont remontés, font grève, et c'est la FIFA qui est obligée de verser des sous aux joueurs afin de ne pas ternir l'image du mondial. Et dans cette atmosphère tendue, les joueurs perdent le premier match 2-0, puis le deuxième 9-0. Ouah, c'est dur. L'humiliation est telle que Mobutu interdit aux joueurs de rentrer au pays s'ils perdent leur dernier match de plus de 4 buts, alors qu'ils affrontent le Brésil. Finalement, ils perdront que 3-0. Mais ça empêchera pas Mobutu de sanctionner les joueurs, et d'ailleurs, si certains ont reçu des offres du PSG, de la SSE ou d'autres clubs étrangers après le mondial, Mobutu refuse catégoriquement ses départs sous peine d'assassiner toute leur famille. C'est un type cool, Mobutu. Les joueurs restent alors soit dans le championnat local, soit arrêtent totalement le football et retournent à la vie civile. Du fait de cette débâcle, Mobutu va se désintéresser du football, arrêter d'investir et laisser le football congolais décéder petit à petit. Après cet événement, les Léopards, ou plutôt ce qu'il en reste, vont enchaîner une élimination en poule de CAN 76 et une décennie de non-participation à la CAN. Il faudra attendre 1988 pour voir le Zaïre participer à une CAN, sans pour autant aller plus loin que les poules. Mais paradoxalement, à partir de ce moment-là, le Zaïre va reprendre du poil de la bête, puisqu'à partir de 1992, les Zaïrois enchaîneront plusieurs CAN où l'équipe passera les quarts de finale, dont 2 où elle obtiendra la 3ème place. Et si on pouvait penser que le Zaïre, redevenu Congo en 1997 à la fin du régime de Mobutu, allait enfin pouvoir s'affirmer comme une grande équipe du continent, bah ça sera pas le cas. Ils croyaient que... Mais non. En effet, après le départ de Mobutu, le Congo sera au cœur de la grande guerre africaine qui se terminera en 2003 et qui ruinera le territoire dont font partie les infrastructures footballistiques, qui seront grièvement endommagées. À la fin de la guerre, le gouvernement congolais doit financer les réparations de ce conflit et a vraiment autre chose à foutre que de s'intéresser au football. Du coup, les investissements dans le football sont alors drastiquement réduits. De ce fait, dès 2004, le Congo peine à passer les 8e de finale de CAN, ne réussissant parfois même plus à se qualifier. Simultanément, la FECOFA rencontre plusieurs crises, que ce soit des scandales de primes non payées, de soupçons de corruption ou encore de détournement de fonds, et cela va devenir une petite habitude à la FECOFA. Seul petit succès au tableau, le pays remportera une CHAN en 2009. C'est au moins ça de prix. À cette période, du fait de l'instabilité politique et sportive, le Congo a du mal à convaincre des binationaux. En ce qui concerne les clubs, du fait d'un manque d'infrastructures et de compétences, ces derniers ne produisent plus de bons joueurs malgré un vivier talentueux. Seuls certains joueurs comme Mbokani acceptent alors d'évoluer sous les couleurs congolaises. À cette époque, le Congo voit les crises se succéder sans rien pouvoir ni faire. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Par contre, à partir de 2015, tout va commencer à aller mieux sportivement puisque grâce à une génération plus qualitative, comptant Yannick Bolasie, Cédric Bakambu ou encore Mpoku, le pays renoue avec les compétitions continentales et se hissera même à la 3ème place de la CAN pour son retour. Félicitations. Hein. Après cela, petit à petit, le Congo deviendra un participant régulier de la Coupe d'Afrique et obtient même une 4ème place en 2023. Il y a juste en 2021 que le Congo réussira pas à se qualifier pour la CAN, mais bon, on peut se permettre un petit écart. Et encore mieux, le pays réussit à obtenir sa seconde participation pour le mondial après le fiasco de 74. Mais ça, bah je pense que vous le savez. Mais alors, si sportivement tout va bien, qu'est-ce qui pourrait mal arriver? Si au niveau des résultats ça va légèrement mieux, la FECOFA enchaîne les scandales. Détournement de fonds, gestion amateur de la sélection, mais surtout enquête pour abus sexuels sur mineurs. Il y a 2-3 scandales à la FECOFA. Tous ces scandales ont ainsi poussé la FIFA à installer un comité de normalisation en 2023 afin de réorganiser la fédération. Bon, depuis la situation s'est améliorée puisqu'en mai 2026, Veron Mosengo Omba est nommé président de la FECOFA et même si pour l'instant il est beaucoup trop récent pour juger de son réel impact, le nouveau président de la FECOFA démontre qu'il a des idées claires et une stratégie pour changer le football congolais sur le long terme. Avant même son arrivée à la tête de la fédération, Mosengo Omba a démontré qu'il avait un plan pour rebâtir le football congolais et le structurer. Et son plan est simple, moderniser l'administration, la fédération et les infrastructures pour permettre de développer le football congolais. Le but est de rendre la FECOFA plus sérieuse et d'aider le football local à se démocratiser afin de développer la formation sur le territoire et d'attirer les investisseurs. Cela devrait, selon lui, permettre de créer un véritable écosystème économique, générateur d'emplois et de revenus. Concrètement, cette professionnalisation va passer par la construction d'académies, l'amélioration des centres de
de formation et des réseaux de scouting, mais aussi par la suppression de la corruption via une transparence totale de la fédération. Une des autres lignes est également d'aider le football féminin à se développer, alors qu'il était jusque-là bien délaissé. L'objectif derrière cette restructuration et ce plan de professionnalisation est de produire des talents pouvant alimenter la sélection congolaise qui jusque-là dépendait énormément des binationaux. Des binationaux qu'elle a longtemps eu du mal à séduire, jusqu'à récemment, étant donné que de nombreux jeunes binationaux ont privilégié les Simba à leurs autres sélections. Et je tiens à préciser que je parle uniquement des joueurs qui avaient clairement leur place dans leur autre sélection, que Aaron Wan-Bissaka ou Twanzebe qui étaient totalement tricards avec les 3 lions, j'appelle pas ça à convaincre des binationaux, j'appelle ça être un plan B. Parmi cette nouvelle génération de binationaux, on retrouve des joueurs qui ont d'ores et déjà été appelés avec la sélection, comme Noah Sadiki qui est même devenu le joueur phare des Léopards, ou encore Shordy Mokyo, milieu défensif de 17 ans évoluant à l'Ajax Amsterdam, qui est un véritable monstre à la récupération. Parmi les nouveaux binationaux, on compte aussi le 9,5 Mario Stroikens d'Anderlecht, Mukao de Lille, et également le futur portier national Mathieu Epolo, dont j'ai un maillot. Voilà, fallait que je le dise. Et oui, tous les internationaux cités précédemment sont d'origine congolaise et belge, et la Belgique aime pas des masses que le Congo récupère tous les binationaux. Elle m'a tout pris, j'ai tout perdu. Et ça, c'est qu'une première partie. Et c'est pas fini. En effet, si on s'intéresse aux binationaux pouvant encore opter pour le Congo, on retrouve le parisien Seny Mayulu, qui privilégierait le léopard au coq, mais aussi les centraux Christian Mawissa de Monaco, et Bichi Abou de Leipzig, ou encore Sahel Koumbedi de Wolfsburg. Offensivement, le Congo pourrait également s'appuyer sur les ailiers virevoltants et chirurgicaux, que sont Dylan Bakwa et Nathan Mbala dont j'ai parlé dans cette vidéo, mais il y en a encore plein comme Munongo, Kabouit et Metinho. Cependant, rien ne prédit un avenir radieux pour les Congolais. En effet, même si la formation congolaise réussit à se développer et que la fédération arrive à convaincre les binationaux, il reste encore le problème de stabilité des coachs qui a tant fait défaut à la sélection sur ces dernières années, du moins jusqu'à l'arrivée de Sabre. En tous les cas, si les promesses du président se réalisent, et si le Congo réussit à convaincre les binationaux, il se pourrait que la RDC devienne une des nations les plus prometteuses du continent africain, voire même un des outsiders dans les prochaines compétitions internationales. Enfin, si ça se trouve, ça arrivera pas et puis le Congo chutera encore. Bon allez, salut, je crève de chaud.